On a perdu notre sœur, on a perdu notre nièce, on ne veut pas la perdre elle non plus, quoi. La situation de la petite Soraya n'est pas isolée. Ils sont entre 150 et 200 enfants français nés ou emmenés en zone de conflit par leurs parents qui ont rejoint les rangs de Daesh. Qu'ils soient encore sous l'autorité de leurs parents ou bien orphelins, la France a statué sur leur sort. Chaque situation sera traitée au cas par cas. Ces enfants vivent dans des conditions sanitaires terribles. Face à l'urgence humanitaire qui convoque toutes les responsabilités, eh bien la nôtre est de consacrer une édition spéciale à ces enfants français nés en Syrie et en Irak. Beaucoup de questions se posent. Quel est l'avenir que la France entend réserver à ces enfants? Est-ce qu'on peut juridiquement contraindre le gouvernement français à rapatrier ces enfants sans condition comme le préconise la Commission consultative des droits de l'homme et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe? Au-delà de l'argument sécuritaire, qu'est-ce qui explique que 2/3 des Françaises et des Français interrogés soient défavorables à un retour de ces mineurs français? Et est-ce que ce tri opéré par le gouvernement français finalement ne va pas avoir un impact psychologique sur ces enfants et ajouter du traumatisme? Pour répondre à ces questions, nous allons aller à la rencontre d'acteurs de la société civile, de juristes, psychologues et psychanalystes. Bienvenue à la ludothèque Nautilude qui accueille cette édition spéciale du Nadia Lazoni Show dédiée aux enfants nés de parents français qui ont rejoint les camps de Daesh en Syrie et en Irak. Pour en parler avec nous, je reçois Jean-Pierre Rosenweg. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Qui est magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, et également Céline Bardet. Bonjour Céline. Bonjour. Qui est juriste en droit pénal international et également fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. La position du gouvernement est la suivante. Ça sera une situation traitée au cas par cas concernant le rapatriement donc, de ces enfants nés de parents français qui ont rejoint les rangs de Daesh. Il serait à peu près entre 150 et 200 enfants détenus dans des camps. Un cas par cas jugé inhumain par l'avocate Maître Marie Dosé d'ailleurs qui attaque la France. Partagez-vous son avis? Bien sûr qu'il faut toujours traiter au cas par cas. Mais ce tri, c'est une forme de tri qui est opérée. Est-ce qu'il doit se faire à l'étranger ou ici sur le territoire français? Est-ce qu'on doit les évacuer d'urgence et de faire cette distinction ici sur le territoire? Est-ce que, visiblement, la position du gouvernement français, c'est de devoir faire ça dans les camps? Il n'y a pas de distinction à faire. Ou une personne est française ou elle n'est pas française. C'est la seule question qui est posée. Alors maintenant, il s'avère que des ressortissants français ont parfois des comptes à rendre avec les autorités étrangères. Les personnes qui ont porté les armes ont peut-être des comptes à rendre sur le territoire où ils ont été interpellés. Peut-être que les mères peuvent aussi avoir des comptes à rendre. En tout cas, les enfants, ils ont des comptes à rendre à personne. Ils doivent être protégés. Donc effectivement, dès qu'on a le sentiment, dès que les autorités françaises ont le sentiment qu'une jeune personne, pour ne pas dire un enfant, est français et en danger, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il doit revenir sur le territoire français. Sans condition. Se posera... Il n'y a pas de condition. Quand voulez-vous poser des conditions à un enfant? Mais c'est la position du gouvernement pourtant. Non, il ne pose pas les conditions aux enfants. Chacun sait que ce n'est pas tellement les enfants qui sont concernés. Ils sont tributaires. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de très jeunes enfants, je veux dire qu'il n'y a aucun risque, entre guillemets. Là où il peut y avoir des sources d'inquiétude, à mon avis on peut dépasser, c'est pour les adolescents. Notamment des adolescents qui auraient porté les armes ou qui auraient participé à une préparation ou à des faits de guerre. Là, on peut effectivement entendre que les autorités françaises soient plus précautionneuses, entre guillemets. Mais ils sont tous des Français, dès lors que, et pour les petits, c'est évident, ils n'ont pas de compte à rendre avec les autorités locales, la loi de la République et les engagements internationaux de la France veulent que nous devions protection à tous nos ressortissants. Alors après se pose la question, mais on le verra tout à l'heure, comment revenir, accompagner, pas accompagner, notamment des mères qui ne veulent pas se séparer d'eux, mais on verra ça plus tard. Oui, c'est au cas par cas. Dans chaque situation, il faut aller vérifier qui est cet enfant, est-ce qu'il est effectivement né de Français, est-ce qu'il relève de la France. Ça, c'est une vérification au cas par cas. Maintenant, de temps en temps, on peut aussi protéger les enfants qui ne sont pas français. On n'est pas obligé seulement de dire « je te protège toi, qui est français, et toi qui ne l'es pas, tu restes dans ce camp pour mourir ». La France a quand même des discours de temps en temps. Et puis j'ajoute que la Convention internationale sur l'enfant lie les États par rapport aux autres. Elle n'oblige pas la France à s'occuper uniquement des Français. Mais déjà, si elle pouvait s'occuper des Français, ce serait pas mal. Mais elle peut s'occuper d'autres aussi. Céline Bardet? Moi je pense que déjà si on parle du cas par cas, ça veut dire que quelque part on fait
une sorte de tri, c'est-à-dire que bien sûr que chaque histoire et chaque situation, elle doit être regardée au cas par cas, évidemment, parce qu'elle est individuelle. Maintenant, elle pose quand même la question, on a un petit peu du mal à comprendre, je trouve, et en tout cas dans ce qui est perçu, dans les messages qu'on donne publiquement, on a du mal à comprendre. À un moment, on a des enfants qui reviennent, un certain nombre, puis d'autres pas, et puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Et la question qui se pose, c'est celle pour moi que vous avez posée, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ça sur place ? Ce que moi je trouve un peu questionnable. En plus, comment c'est fait, je trouve aussi c'est un peu questionnable. Ou est-ce que par principe, on ne ferait pas revenir tout le monde et ensuite regarder comment on va gérer la situation ? Parce que là, je trouve qu'on aborde différentes choses. La question d'après, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là, la question de l'âge de ces enfants, dont une grande majorité ont moins de 5 ans. Mais pour moi, et je pense qu'on en parlera, la question après, qu'on soit adolescent, qu'on ait commis des crimes et tout, la question, elle se pose exactement pour les enfants soldats. Et ça fait longtemps qu'il y a des solutions, je veux dire pas au sens que ça règle tout, mais qu'il y a des programmes qui ont été mis en place et qu'il y a des choses qui existent. Donc je ne comprends pas qu'on n'entende pas assez parler de ça pour ces enfants-là. D'ailleurs, parce que vous aviez effectivement pointé que des parents, des mamans en l'occurrence, ne consentaient pas justement à ce que l'enfant rentre en France. Là, on est quand même dans un cas de maltraitance qui est manifeste. À partir du moment où un parent emmène son enfant sur une zone de conflit, est-ce qu'il n'y a pas un plan d'action comme notamment d'échoir la parentalité, l'autorité parentale de cet enfant pour pouvoir le retirer et l'amener ici, vu l'urgence de la situation? C'est la question qu'on s'est posée au Conseil national de la protection de l'enfance, qui était celle de savoir est-ce que les lois sur la protection de l'enfance, qui sont d'ordre public et qui valent pour toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont présentes en France, qu'elles soient étrangères ou françaises ou étrangères, est-ce que cette loi-là s'applique pour des Français qui sont à l'étranger? Pour aller très vite, et vous laissez la parole, vous parliez de déchéance. Mais avant d'aller vers la déchéance, qui est une procédure très lourde et très longue, il y a une procédure bien plus simple et bien plus facile, et qui en plus correspond à la réalité, c'est qu'il y a souvent des grands-parents. Des grands-parents qui ne sont pas des gens dangereux, qui ne sont pas des gens préoccupants pour les enfants. Il suffit que le juge d'affaires familiales délègue l'autorité parentale à l'un ou à l'autre, sinon aux deux, des grands-parents, quand la mère est incapable d'exercer ses responsabilités à l'étranger et que le père est décédé, et après la France doit son soutien à des gens pour exercer une mission de justice. Qui a autorité sur ce territoire d'ailleurs? Justement, c'est le problème qui est posé. En Irak, ce sont les autorités irakiennes, mais bon, là c'est une question géopolitique que je ne maîtrise pas. En tout cas, les diplomates français et les fonctionnaires français au sens large du terme qui interviennent, ce n'est pas des Rambo, ils sont obligés de respecter l'ordre international. Enfin, c'est une question politique qui est posée à la France pour ses enfants, mais qui est posée à la France par rapport aux autres pays. En d'autres termes, on ne peut pas faire n'importe quoi sur un territoire qui n'est pas le territoire français. Céline Bardet? Je pense que séparer contre son consentement, parce qu'il y a des mères qui l'ont fait effectivement, mais arracher par la violence, de toute façon juridiquement c'est pas possible, et moi j'ai envie de dire mais heureusement quand même, parce que là sinon je sais pas où on va, mais arracher par la violence un enfant à sa mère à moins d'un danger absolument imminent, très grave, ça me pose quand même problème. Il y a des enfants orphelins qui sont en attente d'être rapatriés ici. Donc là, il n'y a plus cette question du consentement. Et pourtant, on a rencontré Hawa et Fatou, qui sont deux sœurs, qui luttent, qui combattent pour que leur nièce puisse revenir en France. Alors, elles devaient faire partie de ce groupe d'enfants de 12 ans qui a été rapatrié récemment. Et finalement, ils n'ont pas vu revenir sur le territoire. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a posé problème? Pourquoi on ne peut pas ramener ces enfants orphelins? Parce que là, il n'y a pas de filiation. Donc c'est un peu... Moi, je ne suis pas capable de vous répondre, mais pour prolonger ce que vous avez amorcé tout à l'heure sur la Convention internationale, je dirais, ou je vous rappellerai que quasiment tous les pays du monde, à part les États-Unis, ont ratifié la Convention internationale. Donc l'Irak a ratifié, la France a ratifié, et les autres pays. En d'autres termes, nous sommes tous des États parties de la Convention internationale. Et nous devons nous aider les uns et les autres. Donc logiquement, les autorités irakiennes devraient aider les autorités françaises à gérer le sort des enfants français. Je dis qu'après, il faut une base juridique pour le faire. La délégation d'autorité parentale confiant l'enfant soit aux grands-parents, soit à l'aide sociale à l'enfance, pourrait servir de base juridique aux autorités françaises pour demander aux autorités irakiennes de les aider. Et effectivement, il peut y avoir une séparation physique, parce que derrière, il y a le droit pour. Madame, vous avez mis votre enfant en situation de danger, vous continuez à le maintenir en situation de danger, quoi qu'on vous ait proposé de le protéger, vous ne voulez pas le faire, ça se passerait ici à Paris, on séparerait physiquement parents et enfants, ça se fait. On le fait le moins possible, mais on le fait. Donc si vous voulez, je pense que si on n'a pas imaginé les réponses juridiques, c'est qu'on n'a pas ressenti le besoin politique de résoudre le problème. Ça serait intéressant qu'il y ait un accord
simplement, une sorte de Memorandum of Understanding entre l'Irak et la France, basé sur la Convention des droits de l'enfant que les deux pays ont ratifié, pour créer une sorte de corridor juridique. Ou l'ensemble des pays concernés. Ou l'ensemble des pays concernés. Ça serait plus fort. Si ça ne se fait pas, c'est que l'Irak non plus ne fait pas un mouvement pour de volonté politique des deux côtés. Voilà. Est-ce qu'on aura le courage politique de dire voilà comment il faut résoudre le problème? Et d'ailleurs, il n'est pas aussi grave que, on le verra tout à l'heure, il n'est pas aussi grave que vous le pensez, parce que des gamins de 3 ans qui ont vécu dans ces camps, dans ces conditions-là, ce ne sont pas des bombes à retardement. Et si vous ne faites pas confiance à notre capacité, j'allais dire, de réinscrire dans une vie normale ces enfants, même s'ils ont 7-8 ans et qu'ils ont été préparés à être des bombes, voire même les enfants soldats, des gamins qui ont 15-16 ans, la France a déjà, pas seulement la France, les pays occidentaux ont déjà été amenés à gérer ce type de problématique. Bien sûr, évidemment. Or, dans les représentations de l'opinion, et c'est pour ça que le propos qui a été tenu, sur lesquels ces enfants sont des bombes à retardement, à mon avis, a, fait régresser de beaucoup, oui, la résolution du problème, parce que ça contribue à créer de l'angoisse là où il n'aurait pas dû y en avoir. Alors non seulement il faut combattre l'angoisse, mais il faut que le gouvernement ait une position très carrée. Et il le peut maintenant que la campagne électorale est terminée. Mais moi, j'aimerais bien revenir justement sur ce sondage. C'est 67% des Françaises et Français interrogés qui s'opposent effectivement au retour de ces enfants mineurs de nationalité française sur le territoire. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la formulation de cette question qui a été posée dans le sondage. Je vais la lire. À propos des enfants de djihadistes français en Syrie et en Irak, souhaitez-vous plutôt que la France laisse l'Irak et la Syrie s'occuper d'eux ou fasse le maximum pour les faire revenir? Clairement, je ne suis pas une spécialiste des sondages, mais il y a aussi, on fait un peu dire ce qu'on veut, mais quand on voit la formulation de la question, elle est super biaisée, quoi. On est en train de parler, on met les mots djihadistes, etc. Est-ce que vous voulez que c'est l'Irak et la Syrie qui s'en occupent? C'est-à-dire, il y a une autre solution, ou qu'on fasse le maximum égal. Ouh là là, ça va être compliqué, ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà, il y a plein de choses derrière inconscientes qui sont mises. Ça fait peur parce que il y a quand même un terrain qui reste un peu vierge quelque part. C'est quand tout ce qui touche aux enfants, en général, quand même, l'opinion publique en général a une réaction, parce qu'un enfant, évidemment, il est responsable de rien. Et là, c'est assez effrayant de voir que, voilà, quand on est en train de parler d'enfants, on a ces réactions-là. Donc, on a passé quelque chose, quoi. C'est-à-dire que le fait que ce soit des enfants ne joue même plus dans la balance, quoi. C'est vraiment l'idée de la peur de ce qui pourrait se passer. Moi, je crois qu'il y a plusieurs lignes d'explication à ce sondage. La première, c'est qu'effectivement, la France a été traumatisée en 2015-2016 par les attentats. Et pas de pitié pour les terroristes et leurs familles. C'est grosso modo, c'est ça. C'est une réaction, entre guillemets, naturelle. Quand vous êtes agressé, vous n'avez pas envie, ça vous avez reçu une baffe sur la joue gauche, j'attends de la joue droite. Enfin bon, donc, grosso modo, ça a été du terrorisme. Et le terrorisme, ça crée de la terreur, ça crée de la peur. Et les gens n'ont pas envie, de faciliter les choses ou de faire des cadeaux. Bon, ça, c'est la première chose. Les enfants sont coupables des actes commis par leurs parents. Non, mais c'est globalement, les enfants, ils rentrent, ils arrivent bien plus tard. Mais à la fin, on a parlé tout à l'heure des enfants soldats. Effectivement, l'opinion publique française a été très sensible à la cause de ces enfants-là. Elle ne l'est absolument pas pour ces enfants français, nés dans ces zones de conflit, qui pourraient être des enfants soldats en devenir. Donc là, on pourrait peut-être anticiper ce risque-là et les accueillir pour les soigner et les accompagner. Là-dessus, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a une opinion publique comme ça, quand on parle des enfants soldats, on va les regarder comme à la fois évidemment des auteurs de crimes, mais aussi des victimes parce qu'ils ont été enrôlés, parce que, ce qui est une réalité partout, il y a des programmes qui ont été développés dans de nombreux pays qui, je pense, sont des exemples, et peut-être que nous, ici, on devrait peut-être arrêter de se croire les plus forts du monde et essayer d'aller regarder un tout petit peu ce qui se passe ailleurs. Moi, je travaille dans les zones tribales du Pakistan, au Nigeria, dans plein de pays où il y a des programmes, et même actuellement, concernant qu'on appelait Al-Qaïda, Al-Qaïda, Daesh, etc. Il y a des programmes qui ont lieu au Niger en ce moment, au Nigeria, où on réintègre des jeunes adolescents qui ont commis des crimes, donc pour lesquels on va les juger par rapport à ces crimes-là, et ensuite on les réintègre en leur apprenant un métier, etc. Il y a des choses qui se passent. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça à faire, et je pense qu'un enfant qui a 13 ans et qui très clairement a certainement été enrôlé peut avoir commis des crimes absolument atroces. J'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit, parce que c'est ça, bien sûr qu'il y a une vision, on a eu le Bataclan, j'habite juste à côté, je l'ai vécu, on a eu tout ça, il y a une empreinte très forte en France évidemment par rapport à Daesh, mais il y a aussi toute la narrative, et on entend, voilà, des gens, on voit des vidéos des gens qui ont décapité, mais moi je peux vous parler des crimes commis par les enfants soldats qui violent leur mère, parce que c'est de ça dont on parle, d'accord? Donc j'ai envie de dire, Daesh n'a malheureusement pas le monopole de la violence extrême, et moi j'ai des cas d'enfants
qui ont commis, j'appelle des enfants, pour quelqu'un qui a 13 ans, c'est un enfant, qui ont commis ces crimes-là et qui ont pu reprendre une vie parce que à la fin de la journée, ils sont enrôlés là-dedans. Donc il y a des choses qui sont possibles. Donc je ne suis pas du tout naïve, mais il y a des choses qui sont possibles. Et je pense qu'on doit les regarder de la même manière qu'ils aient 5 ans ou qu'ils aient 14 ans. Céline et Jean-Pierre, avant de poursuivre sur le dispositif d'accueil en France et la réinsertion de ces enfants français qui vivent en ce moment dans des camps en Syrie et en Irak, je vous propose d'écouter les témoignages d'Awa et de Fatou qui se battent pour le retour de leur petite nièce Soraya. On écoutera également Véronique Roy, qui a perdu son enfant Quentin en Syrie, mais également Malika Mansouri, psychologue, clinicienne et psychanalyste, et Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant, qui vont nous apporter leur expertise sur ces questions. Le principal, c'est qu'elle soit en France. Déjà rien que ça... déjà pris en charge. Voilà, qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit ramenée sur le territoire français. Ça, c'est notre but premier. Après, c'est clair que le deuxième but, déjà que forcément, vu qu'elle sera forcément suivie, qu'on puisse voir justement, elle, ce qui s'est, comment dire, tout ce qu'elle a vécu, le choc, tout ce qu'elle a vécu, toutes les choses qu'elle a vues. Je sais que c'est un travail, c'est super long, mais et même la savoir auprès de nous, franchement. Nous, c'est ce qu'on veut. Ce sera un soulagement. Déjà, on a perdu quelqu'un, on a perdu notre sœur, on a perdu notre nièce. On ne veut pas la perdre, elle non plus, quoi. Aujourd'hui, ma fille est dans le camp de Al-Hol parce qu'elle souhaitait sortir des zones de combat. Elle ne pouvait pas le faire auparavant. Aujourd'hui, elle y est. Donc, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance. J'ai bien conscience qu'on revient de loin parce que énormément de familles ont perdu leurs enfants et leurs petits-enfants. Beaucoup ont été blessés. Il y a eu des enfants amputés, opérés, enfin les horreurs de la guerre. Donc les miens sont vivants et entiers. Donc c'est une chance énorme. Donc je me suis dit, enfin c'est terminé, on va les rapatrier, panser leurs plaies et les nôtres, et donner une chance à ces enfants de rebondir et d'oublier toute cette souffrance et d'avoir une nouvelle vie dans leur pays, en fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est une autre souffrance, pas des moindres, que nous vivons aujourd'hui. Il y a des femmes qui enterrent encore des bébés. Il y a des enfants qui ne sont pas soignés, qui ne peuvent plus déglutir parce qu'ils ont on appelle ça en France le muguet. Je pense que là-bas, ça prend des proportions terribles. Des enfants qui ont comme des aftes ou des champignons qui sortent de la bouche à l'anus. Ils ne peuvent même plus déglutir. Donc, il y a des enfants qui décèdent. Les petits qui sont partis ou qui sont nés là-bas, qui sont dans des camps aujourd'hui, ou certains en prison, parce qu'on sait qu'il y a des enfants des enfants français dans des prisons irakiennes encore aujourd'hui, c'est pas leur place d'être là-bas. Donc, on milite, en tout cas, nous, famille, pour le rapatriement, parce qu'on a besoin de connaître la vérité, et la France qui est meurtrie par les attentats, on peut comprendre qu'elle ait peur, mais aussi on donne de bons arguments et qu'on rassure sur la capacité de juger et de réparer. La France n'est pas un pays qui juge mal et sévèrement pour ce qui est en tout cas de lutte contre le terrorisme. Donc il faudrait j'espère que ce reportage va y contribuer, mais ce serait bien qu'on puisse expliquer que la justice est possible et que pour ceux en tout cas qui sont prêts à rendre des comptes à la justice, on puisse leur donner la chance de vivre, tout simplement. Quid de tous ces enfants français en France qui, eux, vont s'identifier à ceux que l'on abandonne là-bas? Tous les enfants qui écoutent nos discours, qu'on ne croit pas que ceux qui font peur à la majorité ne sont pas sans capacité d'élaborer, d'entendre, de comprendre ce qui est en train de se passer. Le problème majeur, c'est qu'ils interprètent ce qui est en train de se passer à l'aune de leur propre perception du monde, de leur histoire filiale, de leur origine historique, sociale. Ceux-là, quand ils écoutent les grands débats qui font hésiter la France quant au rapatriement de ses propres enfants, est-ce qu'ils se disent
Oh, les parents de ces enfants sont méchants, ils les ont emmenés sur un territoire de guerre, ils leur ont fait vivre des choses traumatiques. Non, non. Ces enfants-là se disent, mais en fait, moi qui pensais être en sécurité dans mon pays, je ne le suis pas. Hein? Quoi qu'aient fait mes parents, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Au contraire, ils l'ont subi d'ailleurs, ces enfants. Faudrait-il les faire payer? Les rapatrier sans leurs parents, c'est aussi les faire payer. Les rapatrier, les laisser là-bas, c'est pire que tout. C'est criminel. Moi, j'aurais envie de dire, pourquoi avoir attendu tant de temps? Où sont les responsabilités? Lorsque nous entendons aujourd'hui qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, pourquoi ces voix, nous ne les avons pas entendues avant? Pourquoi nous n'avons pas, alors que la voix de l'enfant l'a demandé, nous avons demandé des corridors humanitaires, hein, nous n'avons pas été entendus. Cette demande n'a pas été reçue. Si on avait pu évacuer ces populations civiles avant, nous n'en serions sans doute pas là. Tous les travailleurs sociaux ne sont pas formés pour la prise en charge d'enfants maltraités, comme nous le soulignons dans Enfants maltraités, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas. Tous les travailleurs sociaux ne sont pas formés pour certains types de handicap. Il faut des personnes qui soient formées. On revient sur le dispositif d'accueil mis en place en France, puisqu'il y a déjà à peu près une soixantaine d'enfants qui sont revenus. Ouais, on va faire maintenant 70 avec ceux qui viennent d'arriver, oui. 70 enfants qui sont revenus sur le territoire français. On vient d'entendre Martine Brousse, qui aussi a un avis très précautionneux sur la gestion donc, de ces enfants nés en Syrie et en Irak. Et elle pointe d'ailleurs, plus que l'argument sécuritaire, qui est celui de l'opinion publique, l'insuffisance des moyens de la protection sociale, de l'ASE, le manque de formation de ces travailleurs sociaux pour accueillir ces enfants. Vous avez une expérience de 40 ans dans la protection de l'enfance. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, elle a raison, mais elle a raison comme elle aura raison dans 5 ans pour le problème qui va apparaître et qu'on n'a pas encore vu apparaître. Je veux dire, depuis un siècle et demi, la protection de l'enfance, elle est habituée à devoir prendre en charge des situations qu'elle n'avait pas prévues. Tiens, par exemple, elle doit travailler, elle a été préparée à travailler sur le lien parent-enfant et elle accueille 17 000 enfants qui sont sans parents en France et qui sont étrangers. Les travailleurs sociaux n'ont pas été préparés à l'accueil des mineurs étrangers isolés qui sont dans un parcours de migration ou qui fuient le communautarisme ou la violence chez eux. Voilà. Donc l'aide sociale à l'enfance en permanence, elle est habituée à improviser. Alors bien sûr, il y a à se nourrir d'expériences étrangères, l'expérience française, etc., etc. Et puis il faut avoir confiance aussi, j'allais dire, à nos capacités à accueillir, à accompagner, à créer du lien avec des enfants, des petits, des moyens ou des grands qui ont pu vivre des choses difficiles. On a eu les enfants soldats, on en parlait. On a les enfants délinquants en France qui ne sont pas piqués des hannetons. Voilà, bref, on a une démarche. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe? Ça va dépendre de savoir si les enfants arrivent seuls ou pas seuls. Pour les enfants orphelins ou les enfants qui sont accompagnés, il va y avoir, quoi qu'il arrive, un temps d'examen, une compréhension sur le plan médical, sur le plan somatique, sur le plan psychologique, sur le plan psychiatrique. Bon, grosso modo, on n'avait pas fait ça depuis des années, mais il faut commencer par observer, quoi. Et de savoir dans quel état se trouve cet enfant, avec les apparences qui peuvent être trompeuses. Il y a des gamins qui sont traumatisés, mais qui vont pouvoir dépasser ce traumatisme, et d'autres qui ne le sont pas, qui n'ont aucune expression, et qui sûrement doivent l'être sur le fond. Au passage, une des choses qu'on a compris ou qu'on a vues, c'est que quand des enfants reviennent avec leur mère, il se passe des choses sur le tarmac de l'aéroport qui sont d'une très grande violence. La séparation mère et enfant peut être parfois très délicate. En d'autres termes, on est dans l'improvisation aussi. Alors une improvisation relative, puisqu'on s'est organisé avec les départements d'accueil, avec le secteur associatif, avec les médecins, avec des éducateurs, avec des psychiatres, avec des juges, avec des policiers, enfin j'en passe et des meilleurs, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Mais enfin, quelque part, il y a quand même une marge d'improvisation. Est-ce qu'on peut parler d'improvisation quand on sait que ces parents qui sont partis donc, en Irak et en Syrie, à l'époque, pour la plupart étaient mineurs quand ils sont partis. Ils avaient à peu près 17 ans. Les départs ont été remarqués et signalés en 2013-2014. On est en 2019 aujourd'hui. Beaucoup de spécialistes, justement, avaient alerté sur les pouvoirs publics d'un potentiel retour de ces enfants à l'époque, aujourd'hui parents majeurs de ces jeunes enfants. D'ailleurs, même François Hollande, aujourd'hui, plaide pour le retour sans condition de ces enfants-là, alors qu'ils sont quand même partis sous son mandat. Comment on explique cette inertie
Et aujourd'hui, devoir gérer une urgence, c'est-à-dire on ne peut pas les former. Tout simplement parce que c'est un fait historique que les politiques gèrent le temps présent et ne se projettent pas. En réalité, il y a plein de choses qu'on prédit et c'est toujours un peu la même histoire, c'est qu'on sait à peu près ce qui va se passer plus ou moins. Et oui, je suis assez d'accord, je pense que le temps de la politique, c'est sûrement le temps du moment présent. Je ne sais pas, après, moi, il y a des choses qui m'interrogent quand même, justement sur après les compétences dans les services. Est-ce que les gens sont vraiment compétents ou est-ce qu'ils ont une vision? Je me pose vraiment la question. Mais après, je pense que oui, je pense qu'il y a eu... Ça dépend de qui on parle. Par exemple, une assistante maternelle qui accueille un gosse traumatisé, et qu'il a été traumatisé par ça. Non, mais moi je parlais au niveau du gouvernement, alors, voilà, au niveau du centre de crise. C'est pour ça que je pense je parlais politique, toujours voir à quel niveau. Non, je parle au niveau du centre de crise, tout ça, parce que là c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait on sait qu'il y a des gens qui partent, on sait quel âge ils ont, on sait qu'il y a des enfants, la question elle se pose déjà, on sait que Mossoul va tomber à un moment, on sait, voilà, on parle tous de la fin de Daesh, on sait ce que ça veut dire, il y a des gens qui parlent de ça, enfin l'histoire des revenants, tout le monde savait qu'à un moment ça allait arriver. Moi je crois par contre, je pense que oui, il y a eu certainement une espèce de fantaisie un peu comme ça, où on s'est dit oui, bah, ils vont pas rentrer, ou de toute façon ils vont tous mourir là-bas, ça va finir dans un bain de sang et ça va arranger tout le monde. Mais il y a énormément d'expertise dans les pays qui sont à prendre, il y a beaucoup de pays européens qui viennent dans ces pays-là pour voir, surtout sur les questions de déradicalisation, les pays d'Europe du Nord l'ont fait, sur les questions on disait de réintégration entre guillemets d'anciens combattants, etc. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais en tout cas il y a des choses qui avancent et il y a des gens qui gèrent ça depuis 2014-2015. Vous pouvez nous en parler concrètement, comment ça fonctionne ces programmes-là? Après ça dépend les contextes, le retour des combattants. Si on prend l'Afrique centrale, si on prend la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, etc., toute la question des enfants soldats, elle a été après de mise en place de programmes, y compris parfois nationaux quand on sort du conflit, et voilà, et qui consistent à réintégrer les gens, c'est-à-dire à aussi ne pas pour autant, faire abstraction des crimes qui ont été commis. Si on prend l'exemple d'enfants qui ont 13-14 ans, des crimes souvent atroces. Donc ces crimes-là, ils ont été commis, donc il y a des victimes de ces crimes. Donc il y a un processus quand même judiciaire qui peut passer par des processus de justice transitionnelle, de commission. Moi j'ai vu ça, du travail de commission où on puisse parler avec les jeunes enfants. Mais souvent ce que vous entendez d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les victimes de ces enfants-là, qui sont extrêmement violents, les enfants soldats en Centrafrique, c'est des crimes d'une extrême violence. Souvent les victimes, en fait, elles ne... je ne vais pas dire elles ne leur en veulent pas, mais elles les voient comme des enfants qui ont été enrôlés dans quelque chose. Et je ne vais pas comparer ça forcément avec la situation qu'on a en Irak et en Syrie, mais l'histoire de Daesh aussi, c'est quand même un peu ça. Et là, il y a des programmes, notamment en Niger, au Nigeria, sur Boko Haram, où énormément de jeunes ont été enrôlés. Il y a aussi une question économique, il ne faut pas l'oublier non plus, où pour 100 $, on te fait rentrer à Boko Haram, tu as à manger et tu as une Kalachnikov et tu es le roi du monde et tu peux nourrir ta famille. Donc la plupart du temps, c'est moins de la radicalisation, plus de la survie en fait. Mais tous ces enfants-là qui commettent aussi des crimes atroces, quand ils reviennent, parce qu'à un moment où ils désertent, où on les arrête, etc., c'est des enfants, pareil, dont on ne fait pas abstraction des crimes qu'ils ont commis, mais on va les mettre dans des programmes. Ce sont des programmes qui sont financés pour l'Union européenne. Je suis experte pour l'Union européenne, je travaille sur ce type de programme exactement, et ce sont des programmes qui fonctionnent. Et ensuite, on va les accompagner professionnellement. Et non seulement ça fonctionne pour eux, au sens où ils vont réintégrer une vie sociale, donc ils sont suivis évidemment psychologiquement, etc. Mais ça fonctionne aussi vis-à-vis de la société. Et là, ça revient peut-être à la base de notre discussion, parce que si on veut aussi qu'à un moment, la société fasse face, ça se dit, à ce qui s'est passé, il faut qu'elle puisse regarder ce qui s'est passé. Donc il faut qu'elle puisse regarder aussi, j'allais dire, ses propres bourreaux. Et là, je reviens à la question qui est moi mon travail, comment on reconstruit une société après un conflit. Comment on reconstruit une société après un conflit? On regarde aussi ses propres bourreaux, parce que les bourreaux, c'est nous. Parce que les enfants qui sont partis à 17 ans rejoindre Daesh, c'est nous. Ce sont nos enfants. Donc on n'a pas su être dans l'anticipation, clairement, pour les raisons que vous avez expliquées. Maintenant, il y a une urgence à gérer. On a su le faire, notamment pour créer des centres de déradicalisation ici en France. On a injecté... On l'a fait une fois, c'est cassé la figure en beauté, c'était prévu, c'était programmé. Bon, on a injecté des millions dans ces centres-là. Un préfet, est-ce que vous avez je disais à mon interlocuteur préfet, est-ce que vous avez la grille de déradicalisation? Est-ce que ça existe? Ça me fait penser à d'autres époques et à d'autres régimes. Et à d'autres régimes.
Bon, c'est ce qui devait arriver. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on parle beaucoup de ça, et c'est valable pour d'autres sujets d'ailleurs. Et donc, il y a des gens qui vont avoir des bonnes intentions, qui vont monter des associations, qui vont vouloir faire des choses. Et je le dis vraiment, je pense qu'il y a des très bonnes intentions au départ. Sauf que, encore une fois, sur des questions comme ça ne s'improvise pas. On n'apprend pas un trauma de ce type-là, ça ne s'aborde pas comme on aborde n'importe quelle chose. On ne devient pas, on ne s'autoproclame pas expert de déradicalisation, etc. Il y a un vrai besoin d'expérience et de formation qui n'est pas non plus énorme, donc qui n'est pas impossible à faire, mais qui est importante. Et ça, c'est là où, bien sûr, là, il y a eu un échec total. Pour revisiter l'histoire de France de l'action sociale, on a été confronté, toute proportion gardée, à des situations de la même acuité, de nature différente, bien entendu. C'est pas moi qui vais mettre sur le même pied un gamin qui est engagé dans la mafia avec un gamin qui a vécu ce qu'il a vécu dans un... Mais quelque part, il y a des bases qui sont communes. C'est-à-dire des gamins qui n'ont pas les adultes de référence, qui ont pu les structurer, leur donner une estime d'eux-mêmes, des perspectives. C'est ça le fond des choses. On a parlé donc de ces enfants nés en territoire, en zone de conflit. On n'a pas parlé de ceux qui sont nés ici, qui grandissent en France et qui sont là sur le territoire français. Tout à l'heure, on a entendu Malika Mansouri qui disait que ce tri qui est opéré par le gouvernement français là-bas sur place va avoir aussi un impact sur la perception que cette jeunesse française qui vit ici peut avoir sur cette gestion en fait, de cette situation. J'avais pas du tout pensé à ça, mais je me dis effectivement, c'est intéressant de voir comment c'est perçu par les Français ici, et donc peut-être par une jeunesse française, ou j'en sais rien. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils perçoivent ça, et peut-être que ça peut créer, je dis pas que ça le fait, j'en sais rien, mais je veux dire peut-être que ça peut créer encore plus de fossé, quoi, cette espèce d'incompréhension, de fracture un peu sociale, pour prendre des termes, mais qui est déjà là, qui est fragile et qui du coup peut l'alimenter. Donc, est-ce que certainement pas, j'ose espérer, l'objectif de l'État. Mais à supposer que la question réponde à une réalité sociale, j'ai dit à la limite, c'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est sauver les 200 ou 250 000 gosses. Oui, je suis d'accord, c'est l'urgence, mais n'empêche que l'urgence, il y a quand même une société. À force de dire, on fait l'urgence et puis on ne regarde pas les conséquences, et puis en fait, à chaque fois, on arrive, mais dans un joyeux bordel. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une pensée, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait quand même une vision, un tant soit peu, à moyen terme et long terme, et un peu global. Moi, je ne crois pas, alors ça, après, c'est mon avis, je ne pense pas qu'on peut se contenter, là je parle quand on est l'État, quoi, qu'on peut se contenter de réagir, quoi. Alors que la situation, on la connaît, etc. D'un seul coup, de réagir face à une urgence qui en devient une, mais qui n'en était pas en réalité, puisqu'elle existe depuis longtemps, et de se focaliser là-dessus, en se disant, on ne prend pas en compte ce qui se passe à côté. Je dis simplement que commençons à sauver tous ces gosses. Il y a des problèmes qui vont être posés, des problèmes, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas revenir, mais simplement sur comment les séparer de leur mère, si leur mère ne veut pas s'en séparer. Pas évident. Et s'il ne faut pas rapatrier l'un et l'autre, il ne faut pas faire un sort à l'un, à l'autre et ensemble. Tout ça, c'est des problèmes techniques. Ensuite, comment gérer ces gamins qui ont vécu au cas par cas, il faut regarder des situations plus ou moins traumatiques, dramatiques, etc. C'est des problèmes qui sont incommensurables. Pour combien de temps ? Pendant combien de temps on n'en sait foutrement rien ? Est-ce qu'il faut spécialiser les équipes pour faire ça ? Moi, je ne pense pas, mais... Bon, voilà. Mais on n'en sait rien. Si on commence par dire qu'on n'en sait rien, voilà, peut-être que c'est là où on avance. Sauf que sur beaucoup de problèmes en France, quand on ne sait pas qu'on crée des murs, moi je pense que c'est pas en créant des murs qu'on va gérer. Eh ben, commençons déjà à se colter à tout ça, et puis après on verra ceux qui en tirent telle ou telle conséquence, qui alimentent leur discours, et qui trouvent qu'une nouvelle fois la République française n'est pas bonne, ou qui trouvent au contraire que c'est la patrie des droits de l'homme. Oui, mais n'empêche que c'est important de rappeler que la loi française dispose que la France doit protection envers tous ses ressortissants français, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, enfants et adultes. Merci Céline, ça allait être ma conclusion. C'est ça, la France doit protection donc à ses ressortissants français, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Merci Céline Bardet, juriste en droit pénal international, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Merci Jean-Pierre Rosenzweig. Merci également à Dominique Ritt qui nous accueille ici à cette ludothèque, dans cet espace très chaleureux qui accueille ces enfants qui sont au cœur de ces débats, de ces discussions. Merci également à l'équipe de la réalisation, Antoine, Erasme et Paul. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci de votre